Dans l'Angleterre du milieu du XVIe siècle, la carte du monde n'est pas encore un poster accroché au mur d'une salle de classe. C'est un objet vivant, dangereux, cher. Une peau de veau tendue, un parchemin qui sent la colle et la fumée, des lignes tirées à l'encre brune, des côtes approximatives, des blancs immenses où l'on écrit des mots comme on plante des drapeaux, terra incognita. Et dans ces blancs, l'or, toujours l'or. L'or comme promesse, comme rumeur, comme mirage qui fait bouger les hommes plus sûrement que les sermons. Walter Raleigh naît dans ce monde-là, dans un coin du Devon où l'air est salé et rude, où les haies coupent les champs comme des coutures, où les porcs sentent le goudron, la laine mouillée et le poisson. On hésite sur l'année exacte, 1552, 1554, mais l'époque, elle, ne trompe pas. C'est l'Angleterre d'après les secousses religieuses. Un pays qui a appris à vivre avec la peur de la mauvaise messe et du mauvais roi. Les Raleigh ou Raleigh ou Rowley, l'orthographe danse encore, appartiennent à cette petite gentry provinciale qui n'est pas la haute aristocratie mais qui n'est plus le simple paysan. Des gens qui savent lire les actes, compter les rentes, tenir une épée et surtout flairer le vent politique. Son père, Walter Raleigh l'Ancien, est un gentilhomme de campagne. Sa mère, Catherine Champernowne, vient d'une famille bien connectée et surtout elle se remarie après la mort du père avec un homme qui compte, Sir Otto Gilbert. Là, dans cette maison recomposée, le jeune Walter grandit au milieu de demi-frères qui respirent déjà l'aventure maritime, les Gilbert. Humphrey Gilbert, notamment, qui deviendra l'un des premiers grands entrepreneurs de l'expansion anglaise, obsédé par les routes du nord-ouest et les prises sur mer. Dans les conversations, on parle de navires comme d'autres parlent de récoltes. On parle de l'Espagne comme d'un monstre riche. On parle des îles comme de pièces d'échiquier. Le Devon, c'est une école. Les garçons y apprennent tôt que la mer n'est pas un décor, mais une économie. Les marins reviennent avec des histoires et des cicatrices. Les marchands parlent de cargaison, de prix, de risques. Les pasteurs parlent de Rome comme d'une menace. Et dans les tavernes, on entend des noms qui deviendront des légendes. Hawkins, Drake. Des hommes qui savent que la frontière entre commerce, guerre et piraterie est une ligne fine, tracée au crayon, qu'un sceau royal peut épaissir ou effacer. Raleigh, adolescent, reçoit une éducation de gentilhomme. Pas seulement les lettres, mais l'art de se tenir, la posture, la parole, la capacité à entrer dans une pièce et à comprendre en une seconde qui commande vraiment. On l'imagine à Oxford, à Oriel College, comme beaucoup de jeunes de son rang, même si les traces administratives sont floues. Peu importe, ce qui compte, c'est l'ambition. L'Angleterre élisabéthaine est un pays où l'on peut monter vite si l'on sait servir, séduire, frapper au bon moment, mais c'est aussi un pays où l'on peut tomber d'un coup, si l'on se trompe de camp, de confession, de protecteur. Et puis il y a la guerre, la vraie, pas la guerre héroïque des tapisseries, mais la guerre sale, la guerre de boue et de fumée, la guerre où l'on brûle des villages pour priver l'ennemi de pain. Dans les années 1560 et 1570, l'Europe est un échiquier en feu. Les guerres de religion en France, la révolte des Pays-Bas contre l'Espagne, les tensions permanentes entre puissances. L'Angleterre, officiellement prudente, joue un jeu double. Elle soutient, elle intrigue, elle arme, elle nie. Et ces jeunes gentilshommes cherchent des théâtres où se faire un nom. Raleigh part. On le retrouve du côté de la France, dans l'orbite des conflits entre catholiques et protestants. Les détails précis de ses premiers engagements se perdent dans le brouillard des récits ultérieurs, mais l'expérience est là. Voir des villes barricadées, des soldats qui prient avant de tuer, des alliances qui changent au rythme des messes, apprendre que la politique n'est pas une idée mais une lame. Puis vient l'Irlande. L'Irlande pour l'Angleterre n'est pas une île voisine, c'est une plaie ouverte, une terre où l'autorité anglaise est contestée, où les clans gaéliques et les grands seigneurs anglo-irlandais se révoltent, où la religion ajoute une couche de haine. Les campagnes irlandaises de la fin des années 1570 et du début des années 1580 sont des opérations de pacification qui ressemblent à des guerres de conquête. On y apprend la discipline, la brutalité, la logistique. On y apprend aussi à écrire des rapports, à demander des récompenses, à transformer une action militaire en capital politique. Raleigh sert sous des commandants qui comptent, notamment dans le contexte des rébellions du Munster, liées au Desmond. Là, le paysage est trompeur. Des collines vertes, des vallées humides, des haies, des forêts. Mais derrière cette beauté, une guerre d'embuscade. Les soldats anglais marchent dans la pluie, les bottes lourdes, les manteaux qui ne sèchent jamais. Ils brûlent des récoltes, ils abattent du bétail, ils affament. La famine devient une arme. Les chroniques parlent de campagnes où l'on trouve des cadavres au bord des chemins,
où la population civile paie le prix de la stratégie, Raleigh, jeune officier, se forge une réputation. Il est courageux, oui, mais surtout il est utile. Il sait obéir et il sait se faire remarquer. Il comprend que, dans ce monde, la bravoure sans témoin ne vaut rien. Il faut des lettres, des attestations, des patrons. Il faut que quelqu'un, à Londres, prononce votre nom. L'Irlande est aussi une école de colonisation. Les terres confisquées aux rebelles sont redistribuées à des colons anglais, à des undertakers, chargés d'implanter des communautés loyales. Raleigh reçoit des concessions, notamment autour de Youghal, dans le comté de Cork. Il devient propriétaire, gestionnaire, homme de rente. Il apprend à transformer la guerre en patrimoine. Et dans cette mécanique, on voit déjà le futur entrepreneur colonial, l'idée qu'un territoire peut être pris, organisé, exploité, peuplé, et que tout cela peut se justifier par la religion, la civilisation, la sécurité. Mais l'Irlande laisse aussi une ombre. Les méthodes employées, la violence, les exécutions, les famines provoquées, tout cela colle à la peau. Dans l'Angleterre élisabéthaine, on peut appeler cela pacification. Dans d'autres bouches, ce sera cruauté. Raleigh, lui, avance. Il ne s'arrête pas pour regarder derrière. Le retour vers la cour est un autre voyage plus subtil. Londres n'est pas seulement une ville, c'est une scène. La cour d'Elizabeth Ire est un théâtre où chaque geste est observé, où chaque mot peut être répété, déformé, utilisé. La reine, vieillissante mais toujours redoutable, règne sur un système de faveur et de rivalité. Les grands seigneurs se disputent son attention comme des planètes autour d'un soleil, et ce soleil distribue des charges, des monopoles, des terres, des licences. La richesse dans cette Angleterre passe par la proximité du pouvoir. Raleigh arrive avec plusieurs atouts. Il est protestant, dans un royaume où l'identité protestante est devenue une question de sécurité nationale. Il a servi en Irlande, donc il a prouvé sa loyauté dans un théâtre difficile. Il a des connexions familiales et des réseaux, et il a quelque chose d'autre, plus rare, une capacité à se mettre en scène. Il sait parler, il sait écrire, il sait raconter. Il sait transformer une action en récit et un récit en promesse. Les années plein 580 sont celles où l'Angleterre commence à se penser en puissance maritime, pas encore un empire, pas encore une domination, mais une direction. Les Espagnols ont l'or et l'argent des Amériques. Les Portugais ont les routes vers l'Asie. Les Anglais ont des navires, des marins, des ports et une faim immense. Ils ont aussi une justification. L'Espagne est catholique, donc ennemie. L'Espagne est riche, donc tentante. L'Espagne est puissante, donc dangereuse. Et dans les couloirs de Whitehall, on parle de course, de lettres de marque, de raids. On parle de frapper l'ennemi sans déclarer la guerre, de prendre sans avouer. Raleigh se glisse dans ce monde comme un homme qui a trouvé sa table de jeu. Il n'est pas encore le grand nom, mais il se rapproche où il obtient des postes, des charges, il devient capitaine de la garde, ou du moins il entre dans les cercles où l'on peut espérer ce genre de faveur. Il reçoit des marques de confiance. Et surtout, il attire l'attention de la reine. Elizabeth Ire n'est pas une souveraine facile à séduire. Elle est entourée d'hommes brillants, ambitieux, souvent dangereux. Elle sait que la flatterie est une monnaie courante. Elle sait que l'amour, à la cour, est une arme. Pourtant, Raleigh parvient à se distinguer, peut-être par son audace, peut-être par son esprit, peut-être par cette combinaison de respect et d'insolence contrôlée qui plaît à une reine qui a passé sa vie à dompter des hommes. Les anecdotes naissent vite autour de ce genre de relation. On racontera plus tard l'histoire du manteau jeté dans une flaque pour que la reine ne se salisse pas les pieds. Vraie ou fausse, elle dit quelque chose. Raleigh devient un personnage de récit, un homme dont on aime raconter les gestes. À la cour, être raconté, c'est exister. Mais la faveur n'est jamais gratuite. Elle exige des services, des résultats, des idées. Raleigh comprend que, pour durer, il doit offrir plus qu'une présence élégante, il doit offrir un horizon. Et cet horizon, c'est l'Atlantique. L'Angleterre regarde vers l'ouest avec un mélange de désir et de frustration. Les Espagnols ont déjà des villes, des mines, des flottes. Les Anglais ont des tentatives, des rêves, des cartes incomplètes. Humphrey Gilbert, le demi-frère de Raleigh, obtient une charte pour explorer et coloniser des terres non possédées par des princes chrétiens. La formule est commode. Elle efface les peuples qui y vivent. Elle transforme le monde en papier à signer. Gilbert part, échoue, repart. Il prend possession de Terre-Neuve en 1183, geste symbolique, puis disparaît en mer sur le Squirrel, petit navire fragile, dans une tempête. La mer avale les ambitions comme elle avale les hommes. Raleigh, lui, hérite d'une partie de ce rêve. Il reprend le flambeau, mais avec une intelligence politique plus fine. Il sait que la colonisation n'est pas seulement une aventure, c'est un argument à la cour. Une façon de dire à la reine,
Voici comment l'Angleterre peut rivaliser avec l'Espagne sans se ruiner dans une guerre frontale. En 1584, Raleigh obtient une charte royale pour explorer et coloniser, un document qui, sur le papier, ouvre un continent. Dans la réalité, il ouvre surtout une série de dépenses, de risques, de négociations. Il faut des navires, il faut des hommes, il faut des vivres, il faut des artisans, des soldats, des interprètes, il faut des investisseurs. Il faut convaincre que l'on ne jette pas de l'argent dans l'océan. Les premières expéditions partent reconnaître la côte de l'Amérique du Nord, dans la région que l'on appellera Virginie, en hommage à la Reine Vierge. Les navires traversent l'Atlantique en suivant les vents, en craignant les tempêtes, en surveillant les voiles à l'horizon. À bord, l'odeur est un mélange de bois humide, de sueur, de biscuits rassis, de viande salée. Les hommes dorment serrés, mangent mal, boivent de l'eau qui tourne. Ils vivent au rythme des quarts, des prières, des jurons. Quand ils arrivent, le monde est autre. Une lumière différente, des forêts immenses, des rivières larges, des insectes, des oiseaux inconnus, et des peuples qui observent ces étrangers avec la même prudence que les étrangers les observent. Les Anglais notent, dessinent, décrivent. Ils ramènent des objets, des plantes, des mots. Le tabac, notamment, commence à circuler comme curiosité puis comme habitude. Raleigh sera associé à sa popularisation en Angleterre, même si l'histoire est plus complexe. Mais l'image reste. L'homme de la cour qui fume, qui apporte un goût d'ailleurs dans les salons. À Londres, ces récits nourrissent l'imaginaire. On montre des cartes, on expose des pots, des armes, des échantillons. On parle de terres fertiles, de ports naturels, de possibilités infinies. La carte devient un outil de persuasion. Un dessin qui promet des récoltes, des bases navales, des richesses. Et, derrière, toujours, l'idée de prendre l'Espagne à revers. Raleigh, dans ces années, n'est pas seulement un homme d'action. Il est un propagandiste au sens noble et au sens brut. Il fabrique une vision, il écrit, il encourage les écrits, il soutient des hommes comme Thomas Harriot, qui décrira la Virginie avec un mélange de précision et d'optimisme. Il comprend que l'Empire commence par les mots. Avant les forts, avant les colons, il faut un récit qui justifie, qui attire, qui rassure. Mais tout cela, pour l'instant, est encore fragile. Les tentatives de colonisation sont des expériences. Elles dépendent des saisons, des relations avec les populations locales, des ravitaillements. Elles dépendent aussi de la politique européenne. Une guerre ouverte avec l'Espagne peut transformer une colonie en cible. Une paix peut la rendre inutile aux yeux des financiers. Et pendant que Raleigh rêve d'Atlantique, la cour continue de tourner, implacable. Les rivalités sont constantes. Robert Dudley, comte de Leicester, a longtemps été le favori, puis d'autres montent. Les Cecil, William puis Robert, incarnent une autre force. L'administration, la prudence, la continuité. Raleigh, lui, est un homme de flamboyance et de risque. Il attire autant qu'il irrite. Il accumule des ennemis, parce que la faveur royale est un gâteau trop petit pour tant de bouches. Il obtient des monopoles, des licences, des droits sur certaines marchandises. Ces privilèges font grincer des dents. Dans l'Angleterre élisabéthaine, un monopole peut enrichir en un an plus qu'une terre en 10. Il peut aussi ruiner des concurrents, créer des rancœurs durables. Raleigh devient l'un de ces hommes dont on dit qu'ils ont tout. La reine, l'argent, les charges, les rêves d'outre-mer. Et dans une cour, cela suffit à déclencher la haine. Pourtant, il continue d'avancer. Il se fait chevalier en 1585, Sir Walter Raleigh. Le titre sonne comme une armure. Il participe à la vie politique, siège au Parlement. Il est à la fois homme de cour et homme d'affaires, soldat et écrivain, gestionnaire de terres irlandaises et promoteur de colonies américaines. Il incarne cette nouvelle figure élisabéthaine, le gentilhomme entrepreneur qui ne se contente pas de vivre de ses rentes, mais cherche à créer, à conquérir, à investir. Et l'Irlande, encore, reste dans son ombre comme une répétition générale. Là-bas, il a vu comment on impose une présence anglaise, comment on distribue des terres, comment on construit une domination. La Virginie, dans son esprit, peut devenir une Irlande de l'Ouest, mais avec une différence essentielle. Au lieu d'être une plaie, elle serait une promesse. Une terre où l'on recommence, où l'on bâtit sans les vieilles haines, où l'on prend l'avantage sur l'Espagne. La réalité, elle, est plus dure. Les expéditions coûtent cher. Les colons meurent. Les ravitaillements sont incertains. Les alliances locales sont fragiles. Les cartes, si belles à Londres, ne disent pas la faim, les maladies, les hivers, les erreurs de jugement. Elles ne disent pas non plus la complexité des sociétés amérindiennes, leur rivalité, leur diplomatie, leur propre carte mentale du territoire. Raleigh n'est pas toujours sur place. Il est à la cour, il est dans les couloirs du pouvoir, il est dans les salons où l'on décide des budgets et des priorités.
Il délègue, il envoie des hommes, il reçoit des rapports, il ajuste, il promet encore, il doit maintenir l'attention de la reine, parce que sans elle, tout s'effondre. Une charte peut être retirée, une faveur peut être donnée à un rival, un projet peut mourir d'indifférence. Et c'est là que se forme déjà une tension qui ne le quittera plus, l'écart entre la carte et le terrain, entre le récit et la boue, entre l'or imaginé et la réalité des vivres. Raleigh vit dans cet écart, il le nourrit, il en dépend. Il est assez lucide pour savoir que tout est fragile, mais assez audacieux pour croire qu'il peut tenir l'équilibre. À la fin des années 1580, l'Angleterre se rapproche de la guerre ouverte avec l'Espagne, l'armada se prépare, les rumeurs courent, les ports s'agitent. Les navires sont inspectés, armés, chargés, les canons sont fondus, les poudres stockées. Les sermons parlent de lutte contre l'antéchrist espagnol, la mer devient une frontière militaire. Raleigh, dans ce climat, trouve un terrain naturel. Il n'est pas seulement un courtisan qui écrit des vers, il est un homme qui comprend la guerre maritime, la course, l'économie de la prise. Il sait que frapper l'Espagne, c'est frapper ses routes, ses ports, ses trésors flottants. Il sait aussi que la guerre, même quand elle est présentée comme défense de la foi, est une affaire de profit. Les équipages se battent mieux quand ils espèrent une part du butin. Mais avant que les grandes années de course et de raid ne le transforment en symbole, il y a ce moment de formation, ce moment où tout est encore possible. Un jeune homme du Devon, passé par la violence irlandaise, entré dans la lumière de la cour, tenant dans ses mains des papiers scellés, qui promettent des terres au-delà de l'océan, un homme qui apprend à lire les visages autant que les cartes, qui comprend que la faveur d'une reine peut ouvrir l'Atlantique et que la même faveur, retirée, peut vous renvoyer dans l'ombre. À Whitehall, les couloirs sentent la cire, le tissu, le feu de cheminée. Les bottes claquent sur la pierre. Les messagers courent avec des lettres pliées, scellées, parfois chiffrées. Les conversations se font à mi-voix parce que les murs ont des oreilles. Raleigh marche comme quelqu'un qui sait que chaque pas compte. Il s'habille avec soin. Il choisit ses mots. Il offre des idées. Il se rend indispensable. Et pourtant, même au sommet de la faveur, il reste un homme sans grand titre héréditaire, sans armée personnelle, sans base de pouvoir autonome. Sa force vient d'en haut, de la reine, de la cour. C'est une force brillante mais instable, comme une flamme dans un courant d'air. Dans les ports du Devon et de Cornouailles, pendant ce temps, les charpentiers de marine travaillent. Ils ajustent des bordages, calfatent des coques, préparent des mâts. Les cordiers tordent le chanvre. Les voiliers coussent des toiles. Les barils sont remplis de bière, de viande salée, de pois secs. Chaque expédition est une chaîne de métier, une économie entière mobilisée pour un pari. Et Raleigh, même quand il est loin, est lié à cette chaîne. Il est l'un de ceux qui transforment l'énergie d'un pays en navire. La carte, encore, toujours. Sur une table, on déroule un portulan. On suit du doigt une côte. On mesure des distances. On imagine des baies, des rivières, des passages. On donne des noms. Nommer, c'est déjà posséder. Virginie. Le mot est politique, presque religieux. Il flatte la reine, il sacralise le projet, il le rend personnel. Ce n'est pas seulement une colonie, c'est un hommage, une extension symbolique du corps royal. Raleigh comprend ce langage. Il sait que l'Empire, avant d'être une réalité, est une relation entre un souverain et un rêve, et il se place au centre de cette relation, comme médiateur, comme interprète, comme homme qui apporte à la reine des horizons qu'elle peut appeler siens. Mais l'Angleterre élisabéthaine est aussi un pays de surveillance. Les complots catholiques existent, réels ou exagérés. Les espions circulent, les lettres sont interceptées, les procès pour trahison sont des spectacles, la loyauté est une obsession. Raleigh, protestant et guerrier, semble du bon côté, pour l'instant. Il y a dans sa trajectoire une vitesse qui impressionne. En une décennie, il passe de la périphérie provinciale à la proximité du trône. Il accumule des terres, des titres, des projets. Il devient un nom. Et ce nom commence à se confondre avec une idée, celle d'une Angleterre qui ne se contente plus de se défendre, mais qui attaque, qui explore, qui colonise. Pourtant, sous cette ascension, il y a une fragilité intime. Tout dépend de la continuité d'un règne. Élisabeth est le pivot. Tant qu'elle vit, tant qu'elle le regarde avec faveur, Raleigh peut croire que la carte qu'il dessine deviendra territoire, que les lignes d'encre deviendront des ports, des plantations, des villes, que les mirages d'or et de terre se transformeront en réalité anglaise, mais le temps déjà travaille. La reine vieillit. Les factions se préparent à l'après. Les hommes qui montent trop vite deviennent des cibles. Et Raleigh, avec son mélange d'audace, de richesse et de visibilité, est une cible parfaite. Pour l'instant, il est encore dans la lumière.
Il est encore l'homme qui revient d'Irlande avec une réputation de soldat, qui parle d'Amérique avec des étoiles dans les yeux, qui sait faire rire la reine, qui sait la flatter sans se courber, qui sait transformer une expédition en promesse nationale, un homme qui vit entre deux mondes, la boue des campagnes et la soie des antichambres, entre la fumée des villages brûlés et le parfum des salles de réception, entre la violence et le verbe, et sur sa table quelque part une carte à temps, une carte de plus, avec ses blancs, ses lignes, ses noms. Et dans un coin, comme une tache de lumière, l'idée fixe que l'Ouest n'est pas seulement un horizon, mais une sortie, une échappée, une manière de gagner enfin contre l'Espagne et contre la fragilité de la faveur. Il ne le sait pas encore, ou il refuse de le savoir, mais ces mêmes lignes tracées à l'encre, ces routes, ces côtes, ces promesses, peuvent aussi devenir des lignes de condamnation, parce qu'à la cour comme en mer, on ne pardonne pas longtemps à ceux qui misent trop haut. 1588 n'est pas seulement une date, c'est une odeur, celle de la poix chauffée sur les quais, des cordages neufs, du chanvre mouillé, de la poudre qu'on garde au sec comme on garde une hostie. Dans les ports, on ne parle plus de récolte ni de mariage, on parle de tonnage, de canon, de vent, on écoute la mer comme on écoute un messager. Et au-dessus de tout, comme un nuage qui ne se dissipe pas, l'idée que l'Espagne arrive, l'armada. Le mot lui-même a quelque chose de massif, de métallique, une flotte qui n'est pas une expédition mais une intention. Philippe II veut frapper l'Angleterre au cœur, renverser la reine hérétique, remettre le pays dans l'orbite de Rome. Les Anglais, eux, n'ont pas la même lourdeur. Ils ont des navires plus vifs, des capitaines qui improvisent, des équipages qui savent que la mer est un champ de bataille où l'on peut gagner en manœuvrant, en harcelant, en brûlant. La guerre navale élisabéthaine, c'est une guerre de nerfs et de distance, une guerre où l'on tire, on recule, on revient, on coupe les lignes, on attend la tempête comme un allié. Walter Raleigh, à ce moment-là, est déjà un homme de la reine, pas un simple serviteur, un favori, un de ceux dont le nom circule dans les antichambres, dans les lettres, dans les jalousies. Il n'est pas Drake, il n'est pas Hawkins, il n'est pas le marin pur, né sur le pont et mort sur le pont. Raleigh est autre chose, un mélange de cour et de mer, de plumes et d'épées, d'entreprise et de théâtre. Il comprend la guerre comme un système. Il comprend surtout que, dans ce système, la victoire ne se mesure pas seulement en navires coulés, mais en récits imposés, quand l'armada est repoussée, quand les Espagnols sont dispersés, quand les tempêtes finissent le travail et que les côtes d'Irlande et d'Écosse voient s'échouer des épaves comme des carcasses de baleines, l'Angleterre respire et elle se redresse. Elle se raconte à elle-même qu'elle est protégée par Dieu, par la mer, par sa reine, et dans ce récit, il y a de la place pour des hommes comme Raleigh, ceux qui incarnent l'audace, la projection vers l'Atlantique, la promesse d'un avenir où l'Angleterre ne subit plus mais choisit, sauf que la victoire de 1988 ne ferme pas la guerre, elle l'ouvre autrement. Parce qu'une fois qu'on a survécu à l'invasion, on commence à regarder l'ennemi non plus comme un danger mais comme une proie. L'Espagne a des routes, des ports, des flottes de trésors, des colonies qui produisent de l'argent, du sucre, des teintures, des cuirs, des épices, et l'Angleterre, qui n'a pas ses mines, a une arme, la course, la lettre de marque. Le papier qui transforme un acte de piraterie en service national, à condition de viser le bon pavillon. La frontière est fine, et tout le monde le sait. Un jour, on est corsaire, patriote, instrument de la reine. Le lendemain, si la diplomatie change, on devient brigand, embarras, criminel. Mais dans les années 1590, l'air est encore électrique, favorable aux coups. Les ports du sud-ouest, Plymouth, Dartmouth, Falmouth, sont des ruches. On y voit des marchands qui investissent dans des navires comme on investit dans une récolte risquée. On y voit des charpentiers qui travaillent la nuit à la lueur des lanternes. On y voit des hommes qui signent pour une part du butin, parce que la solde seule ne suffit pas à nourrir une famille. Raleigh est au centre de ce monde sans y être prisonnier. Il a la cour, il a des charges, il a des monopoles qui font grincer des dents. Il a aussi une capacité rare, transformer une opération maritime en capitale politique. Chaque prise, chaque raid, chaque cargaison capturée peut devenir une preuve de zèle, une preuve d'utilité, une preuve qu'il mérite la faveur. Et la faveur à Whitehall n'est pas un sentiment, c'est une monnaie. On le voit dans les titres et les fonctions qui s'accumulent autour de lui comme des couches d'armure. Capitaine de la garde, influence au Parlement, concessions en Irlande, droits commerciaux. Il obtient des privilèges sur des marchandises, des licences, des monopoles, qui enrichissent vite et qui créent des ennemis plus vite encore. Parce qu'un monopole, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est un verrou posé sur le marché, une main sur la gorge de concurrents, qui eux aussi ont des cousins, des protecteurs, des accès à la reine.
Et puis il y a l'Amérique, toujours. La Virginie rêvée, la côte reconnue, les cartes ramenées, les mots exotiques qui circulent dans les salons comme des bijoux. Raleigh n'est pas l'homme qui plante lui-même les pieux d'une palissade, mais il est celui qui vend l'idée. Il finance, il organise, il patronne. Il comprend que l'Atlantique est une scène où l'Angleterre peut jouer sans demander la permission à l'Europe continentale, une scène où l'on peut devenir grand sans être né grand, Roanoke. Le nom sonne presque doux, mais il cache une série de décisions difficiles, de malentendus, de retards, de tempêtes, de faim. La première tentative sérieuse en 1885 ressemble à une opération hybride, exploration, établissement, démonstration de force. On débarque sur une côte qui n'est pas vide, qui n'a jamais été vide, mais que les Européens regardent comme un espace à remplir. Les Anglais construisent, négocient, se méfient, se trompent. Les relations avec les peuples locaux oscillent entre échanges et tensions. Un jour, on troque des objets, on apprend des mots, on observe des techniques de pêche. Le lendemain, une rumeur, une peur, un incident, et la violence surgit comme une étincelle dans de la paille sèche. La colonie de 1985 ne tient pas, les vivres manquent, les renforts tardent. Les hommes, loin de chez eux, deviennent impatients, paranoïaques, parfois brutaux, et quand Drake passe par là avec ses navires, ses canons, son aura de prédateur de l'Atlantique, beaucoup choisissent de rentrer. La mer au moins est connue, l'inconnu lui dévore. Raleigh ne renonce pas, il recommence. Et 587, une nouvelle expédition, cette fois avec l'idée d'une colonie plus stable, plus familiale. On embarque des femmes, des enfants. On veut fonder, pas seulement occuper. John White est gouverneur. On s'installe à nouveau sur Roanoke. Et là, dans ce décor de pins, de marais, de chaleur lourde, de moustiques, se produit un événement qui, sur le moment, semble un signe, la naissance de Virginia Dare, premier enfant anglaise né sur ce sol. Un nom qui est déjà un slogan? Virginia Dare, la colonie comme défi. Mais la réalité logistique est impitoyable. Il faut des ravitaillements réguliers, il faut des navires, il faut des hommes qui acceptent de traverser l'Atlantique non pour piller, mais pour porter des barils de farine, des outils, des semences. Et l'Angleterre, à ce moment-là, est tapée par la guerre. Les navires sont réquisitionnés, les priorités changent. John White repart chercher de l'aide et se heurte à la grande machine du conflit. Il ne revient que tard, trop tard. 1540 Roanoke est vide, pas de corps, pas de bataille évidente. Juste un mot gravé, Croatoan. Une piste, un mystère, une absence qui devient légende. Pour Raleigh, c'est un coup dur. Pas seulement humainement, même si l'idée de colons disparus hante, mais politiquement. Parce que la colonisation à la cour doit produire des résultats visibles, des ports, des cargaisons, des profits, des preuves. Roanoke, au lieu d'être une vitrine, devient une énigme, et une énigme coûte cher. Alors Raleigh se replie sur ce qu'il sait faire, la cour, la course, l'image. Il reste dans la lumière d'Élisabeth, mais cette lumière est cruelle. Elle éclaire et elle brûle. La reine aime les hommes brillants, mais elle déteste qu'ils lui échappent. Elle distribue des sourires comme des armes. Elle garde ses favoris en compétition permanente, parce que la compétition les rend utiles. Raleigh, lui, joue à ce jeu avec une intensité presque dangereuse. Il écrit. Il fréquente les poètes, les savants, les navigateurs. Il se construit une aura d'homme complet, soldat, penseur, entrepreneur. Il est de ceux qui peuvent parler d'une bataille le matin, d'une carte l'après-midi, d'un verre le soir. À la cour, cela fascine, cela irrite aussi, parce que l'homme complet fait de l'ombre, et l'ombre à Whitehall attire les couteaux. Il y a un autre élément, plus intime, plus explosif, les femmes de la cour. Les demoiselles d'honneur, ces jeunes femmes proches de la reine qui vivent dans son orbite, qui sont à la fois servantes et symboles. Élisabeth les surveille, elle les protège, elle les utilise, et elle n'accepte pas qu'un favori prenne en secret ce qui appartient au théâtre royal. Elizabeth Throckmorton, Bess comme on l'appelle. Une dame d'honneur, issue d'une bonne famille, présente dans ce monde de regards et de chuchotements, Raleigh la courtise. Peut-être par amour, peut-être par désir, peut-être par besoin d'ancrage, peut-être par défi. À la cour, les sentiments sont rarement purs. Ils sont toujours mêlés de calculs, de risques, de vanité. Et pourtant, il y a quelque chose de profondément humain dans ce choix. L'homme qui vit de la faveur d'une reine choisit une femme qui n'est pas la reine. Il choisit une vie privée. Il choisit un secret. Il se marie en cachette, vers 1191 ou 1192, un mariage clandestin, dans un univers où rien n'est vraiment privé, et quand la nouvelle éclate, c'est comme si on avait jeté une torche dans une salle pleine de poudre. Élisabeth se sent trahie.
Pas seulement parce qu'un favori s'est marié, mais parce qu'il l'a fait sans permission, sans mise en scène, sans lui laisser le contrôle du récit. La reine, qui a fait de sa propre virginité un instrument politique, ne supporte pas qu'on lui vole un morceau de théâtre. La punition tombe, brutale. Raleigh est envoyé à la Tour de Londres, Bess aussi. La tour, ce n'est pas seulement une prison, c'est un symbole. Une forteresse au bord de la Tamise, humide, froide, où les pierres ont entendu des confessions, des prières, des cris. On y enferme les grands quand on veut leur rappeler qu'ils ne sont grands que par permission. On y enferme les favoris quand on veut leur montrer que la faveur est réversible. Raleigh, derrière ces murs, goûte à une vérité qu'il connaissait intellectuellement mais qu'il n'avait pas encore ressentie dans sa chair. La cour peut vous faire et vous défaire en une semaine. Un homme qui, hier, distribuait des sourires dans les galeries, se retrouve à compter les jours à travers une fenêtre étroite, et dans cette claustration, il y a une ironie. Lui qui rêve d'horizon, de cartes, d'océan, se retrouve enfermé dans un rectangle de pierre, mais Raleigh n'est pas du genre à se laisser dissoudre. Il écrit, il supplie, il mobilise des réseaux, il rappelle ses services, il promet encore des services. Et surtout, il comprend que la seule façon de revenir, c'est d'être utile. La reine peut pardonner une offense si l'offenseur redevient un instrument efficace. La guerre contre l'Espagne offre cette possibilité. Les années 1590 voient se multiplier les opérations, les raids, les expéditions qui cherchent à frapper l'ennemi là où ça fait mal. Dans ses ports, dans ses routes, dans ses colonies, Raleigh obtient une chance de se racheter par l'action. Il repart en mer. Il participe à des entreprises contre les possessions espagnoles, notamment l'expédition de 1595 vers Trinidad et l'Orénoque, qui va devenir l'un des pivots de sa légende. Avant cela, il y a un autre épisode révélateur, 1592, la capture de la Caraque portugaise. Madre de Deus, énorme navire chargé d'eau, richesse venue d'Asie, pris près des Açores par une flotte anglaise. Raleigh est impliqué dans l'opération et surtout dans l'après, la gestion du butin, les disputes, les accusations de détournement, parce que le butin, ce n'est pas seulement des épices et des pierres précieuses, c'est une bombe politique. Qui reçoit quoi? Qui a droit à quelle part? Qui a volé? Qui a menti? Dans une Angleterre où la guerre se finance en partie par la prise, la distribution du butin est une question d'État et une question de réputation. Raleigh se retrouve encore au centre des soupçons. Il est trop visible, trop riche, trop proche de la reine. Et dans ce monde, la visibilité est une vulnérabilité. On l'accuse d'avoir gardé pour lui une part excessive. On le surveille, on le jalouse. Il se défend, il manœuvre, il survit. Mais chaque épisode ajoute une couche de ressentiment autour de son nom. Et puis vient l'Orénoque. Là, la carte change de texture. On quitte les côtes de Virginie, les rêves de plantation, pour entrer dans un imaginaire plus ancien, plus brûlant, celui de l'Eldorado, l'or, encore. Le mirage qui traverse les siècles, qui fait marcher des hommes dans la jungle, qui fait mourir des équipages dans des fleuves inconnus. Les Espagnols ont déjà cherché, ils ont déjà raconté, ils ont déjà exagéré. Et Raleigh, qui a besoin d'un grand coup, d'un récit capable de le remettre au centre, saisit cette matière comme un dramaturge saisit un mythe. En 1595, il mène une expédition vers la Guyane, vers l'embouchure de l'Orénoque. Le voyage est long, lourd, dangereux. Les navires traversent l'Atlantique, puis descendent vers les tropiques. La chaleur change tout. Le bois travaille. Les vivres pourrissent plus vite. Les hommes transpirent en permanence. Les maladies rôdent. Et quand on approche des côtes, ce n'est plus l'air salé du Devon, c'est un air épais, sucré, chargé d'humidité, de végétation, de pourriture et de vie. Trinidad. L'île est espagnole. Raleigh attaque, prend San José, capture le gouverneur Antonio de Berrio, homme qui connaît la région, qui a lui-même poursuivi le rêve de l'or. Ce geste est déjà un acte de guerre, même si l'Angleterre et l'Espagne jouent encore à la guerre sans la nommer toujours. Raleigh obtient des informations, des guides, des récits. Il remonte ensuite l'Orénoque, ce fleuve immense, brun, puissant, bordé de forêts qui semblent avaler la lumière. La navigation fluviale n'a rien à voir avec la mer. Sur la mer, on lit le vent, les étoiles, la houle. Sur un fleuve tropical, on lit le courant, les bancs de sable, les branches cachées, les moustiques, les cris dans la forêt. Les embarcations avancent lentement. Les hommes rament, ils suent. Ils entendent des sons qu'ils ne comprennent pas. Ils voient des silhouettes sur les rives, des pirogues, des regards. Les alliances se négocient dans l'incertitude. On échange des cadeaux. On promet. On menace parfois. On interprète mal. Raleigh rencontre des peuples qui ont leurs propres rivalités, leurs propres ennemis, leurs propres raisons de parler ou de se taire. Il comprend, ou croit comprendre,
qu'il peut se présenter comme un allié contre l'Espagne. Il joue cette carte. Il se peint comme le rival du conquistador, comme l'Anglais qui vient libérer plutôt que soumettre. C'est un discours utile, mais il est aussi un masque, parce que derrière, il y a la même logique. Prendre pied, obtenir des ressources, ouvrir une route, planter un drapeau. Et l'or, il n'en trouve pas. Pas de mine miraculeuse, pas de cité couverte de métal. Il trouve des rumeurs, des indices, des promesses. Il trouve surtout un matériau narratif parfait. L'idée que l'or est là, juste un peu plus loin, derrière la prochaine courbe du fleuve. Derrière la prochaine chaîne de collines. Le mirage est plus puissant quand il reste hors de portée. De retour en Angleterre, Raleigh publie en 1596 un récit, The Discovery of the Large, Rich and Beautiful Empire of Guyana. Le titre est déjà une fanfare. Large, rich, beautiful. Empire. Il ne vend pas une expédition, il vend un futur. Il décrit, il embellit, il sélectionne. Il transforme des rencontres incertaines en alliances prometteuses. Il transforme des rumeurs en quasi-certitudes. Il dessine une carte mentale où l'Angleterre n'a qu'à tendre la main pour saisir un empire d'or et où l'Espagne, déjà installée, peut être délogée. Ce texte est une arme contre l'Espagne parce qu'il annonce une intention anglaise, une arme à la cour parce qu'il rappelle que Raleigh est l'homme des horizons, une arme contre ses ennemis parce qu'il se rend indispensable à un rêve national, mais une arme peut se retourner. Plus le récit est grand, plus l'échec futur sera lourd. Plus la promesse est brillante, plus elle devient une corde autour du cou si la politique change. Entre-temps, la guerre continue. 1596. L'expédition contre Cadix, grande opération anglo-néerlandaise. Cadix, port espagnol, symbole, point de départ de flotte, entrepôt de richesses. L'attaque est un succès spectaculaire. La ville est prise, des navires sont brûlés, l'Espagne est humiliée. Raleigh y participe, et même si les querelles de commandement et les rivalités de prestige brouillent les mérites, l'événement nourrit l'idée que l'Angleterre peut frapper fort, que la mer est son terrain, que l'Espagne n'est pas invincible. Mais la guerre élisabéthaine est aussi une guerre de factions. Chaque expédition est un champ de bataille politique. Qui commande? Qui reçoit la gloire? Qui reçoit la part du butin? Qui écrit la lettre à la reine en premier? Qui se fait peindre comme héros? Raleigh, encore une fois, se retrouve dans des disputes, des accusations, des rancunes. Il est trop proche du centre pour ne pas être contesté, et il a ce défaut fatal à la cour. Il ne sait pas être petit. La reine, elle, vieillit. Son visage devient plus dur, plus maquillé, plus figé dans l'icône. Elle a vu mourir des favoris, tomber des grands, trahir des proches. Elle garde son royaume comme on garde une forteresse. Et autour d'elle, les hommes se préparent à l'après, même s'ils n'osent pas le dire trop fort. Qui succédera? Jacques VI d'Écosse, probable héritier, protestant, mais avec ses propres idées, ses propres favoris, sa propre vision de la paix. Cette perspective plane déjà comme une ombre sur les carrières. Certains cherchent à se placer, d'autres, comme Raleigh, semblent croire que leur utilité les protégera toujours. Et pourtant, même sous Élisabeth, la faveur de Raleigh n'est pas un bloc. Elle est une marée. Après la disgrâce du mariage, il revient, mais il ne revient pas intact. Il reste un homme important, mais il a perdu quelque chose. L'illusion que la reine tolérera tout. Il a appris que l'intime peut devenir politique, que le secret à la cour est une provocation. Bess Throckmorton, elle n'est pas effacée. Elle devient Lady Raleigh. Elle donne naissance à un fils, Walter, en 1593, pendant que son mari navigue entre la cour, la mer, les projets. Leur union, née dans le scandale, devient aussi un foyer réel, une attache. Et cette attache, paradoxalement, rend Raleigh plus vulnérable. Il a désormais quelque chose à perdre qui n'est pas seulement une charge ou un monopole, mais une famille. Dans ces années, Raleigh continue d'accumuler des signes extérieurs de puissance. Une grande maison, Durham House sur le Strand, au bord de la Tamise, lieu de passage, de réception, de réseau. On y croise des capitaines, des investisseurs, des poètes, des hommes qui sentent l'encre et le sel. On y parle de cartes, on y parle de routes, on y parle de l'Espagne comme d'un coffre qu'on peut forcer si l'on trouve la bonne serrure. Et l'on parle aussi de tabac. Cette plante venue d'Amérique devient une mode, puis une habitude, puis un marqueur social. Fumer, c'est afficher un lien avec l'ailleurs, avec l'aventure. Raleigh est associé à cette diffusion, à cette image du courtisan qui tire une bouffée comme on tire une promesse. Dans les rues de Londres, certains regardent cela avec fascination, d'autres avec dégoût. Le tabac, comme la colonisation, est un goût acquis, un goût qui divise. Mais derrière les modes, il y a la mécanique froide de l'argent. Les expéditions coûtent, les navires se perdent, les prises ne sont pas garanties, les investisseurs veulent des retours, la reine veut des résultats,
Et Raleigh, qui a bâti sa position sur des promesses d'Atlantique, doit sans cesse alimenter la machine, une nouvelle charte, un nouveau projet, un nouveau récit, une nouvelle carte. La carte, justement, devient presque un personnage. On la déroule sur une table. On y voit des côtes dessinées à la main, des estuaires, des noms parfois inventés, parfois mal compris. On y voit des zones blanches où l'on écrit des mots comme montagne, mine, peuple. On y trace des routes imaginaires. On y place des espoirs. Et chaque trait d'encre est une dette. Dette envers ceux qui ont investi, dette envers la reine qui a accordé la faveur, dette envers l'image publique qu'on a construite. Raleigh est un maître de cette encre. Il sait que l'Empire commence par la description. Il sait que les mots peuvent précéder les navires, mais il sait aussi au fond que les mots ne suffisent pas. Roanoke l'a prouvé. L'Orénoque, malgré son récit flamboyant, n'a pas livré l'or. Et la guerre contre l'Espagne, si elle offre des coups d'éclat, ne se transforme pas en victoire totale. L'Espagne saigne, mais elle tient. Elle a des ressources immenses. Elle a une bureaucratie impériale, elle a des ports fortifiés. Elle a des alliances. À la fin des années 1590, l'Angleterre est fatiguée, la guerre coûte. Les récoltes sont mauvaises certaines années, les prix montent. Les monopoles accordés par la reine à ses favoris provoquent des colères au Parlement. On murmure que certains s'enrichissent pendant que d'autres peinent. Raleigh, avec ses privilèges, devient une cible idéale pour ce ressentiment. On le caricature, on le critique, on l'accuse d'arrogance, on le soupçonne de tout. Et pourtant il reste debout, parce qu'il a encore la reine, parce qu'il a encore cette capacité à se rendre nécessaire, parce qu'il incarne une Angleterre qui, malgré la fatigue, ne veut pas renoncer à l'idée de grandeur maritime. Mais le temps, lui, ne négocie pas. Élisabeth approche de la fin de son règne, les visages autour d'elle changent, les alliances se recomposent, Robert d'Evreux, comte d'Essex, autre favori flamboyant, monte puis tombe dans un drame politique qui secoue la cour, sa rébellion. Ratée en 1601, son exécution, un avertissement en lettres de sang. La faveur ne protège pas contre l'erreur de calcul. Et Raleigh, qui a été rival d'Essex, observe. Il observe et il comprend peut-être que la cour est un champ de mine où l'on peut survivre longtemps, mais où l'on ne peut jamais marcher sans risque. Dans ce climat, Raleigh continue de brandir ses cartes et ses mirages. La Guyane, l'Orénoque, l'Eldorado, autant de promesses qui peuvent encore séduire une reine qui aime les grands gestes et les horizons, mais qui doit aussi gérer un royaume réel, avec ses finances, ses factions, ses menaces. Et déjà dans les couloirs, on prononce un autre nom. Jacques, le roi d'Écosse. L'homme qui pourrait succéder. Un homme qui, dit-on, préfère la paix au coup de corsaire. Un homme qui pourrait vouloir se rapprocher de l'Espagne plutôt que la provoquer. Si cela arrive, que deviendront les hommes dont la carrière est bâtie sur la guerre de course, sur l'hostilité à l'Espagne, sur l'idée que l'Atlantique est un champ de bataille permanent? Raleigh, lui, continue comme si la marée ne pouvait pas tourner. Il a vécu toute sa vie dans le mouvement, monter, tomber, remonter. Il a appris à croire que l'audace est une assurance, que l'utilité est un bouclier, que la reine, tant qu'elle respire, est un soleil qui ne s'éteint pas. Mais la carte, encore une fois, ne ment pas. Elle montre des routes, et une route, par définition, mène quelque part, même quand on ne veut pas regarder la destination. Les lignes d'encre qui ont porté Raleigh vers la gloire, Virginie, Roanoke, Cadix, Orénoque, commencent aussi à dessiner autre chose, plus sombre, la dépendance totale à un régime, à une politique, à une reine. Et quand la reine disparaîtra, ces mêmes lignes pourront être relues autrement, non plus comme des exploits, mais comme des provocations. Non plus comme des services, mais comme des embarras. Pour l'instant, pourtant, il est encore Sir Walter Raleigh, courtisan au verbe brillant, entrepreneur d'outre-mer, homme de guerre et de papier, celui qui a osé promettre à l'Angleterre un empire au-delà de l'horizon. Il marche dans les galeries de Whitehall avec l'assurance de ceux qui ont survécu à la tour et qui en sont sortis plus durs. Il serre des mains, il échange des sourires, il écoute les rumeurs, il calcule. Et sur une table, quelque part, une carte de Guyane est peut-être encore ouverte. Le fleuve y serpente comme une veine. Les montagnes y sont esquissées, les blancs y attendent d'être remplis. L'or n'y est pas dessiné, bien sûr. L'or n'apparaît jamais sur les cartes. Il est dans les marges, dans les promesses, dans les phrases qu'on écrit pour convaincre une reine, un investisseur, un royaume entier, que le prochain voyage sera le bon. Le 24 mars 1603, Londres se réveille avec une nouvelle qui n'a pas besoin d'être criée pour être entendue. Élisabeth est morte. Et dans une ville où l'on a appris à lire les signes, la vitesse des messagers, la densité des attroupements, le silence inhabituel, des tavernes, on comprend tout de suite que ce n'est pas seulement une reine qui s'éteint,
C'est une époque qui se retire comme une marée. Sous les plafonds de Whitehall, l'air change. Les mêmes couloirs, les mêmes tapis, les mêmes portes gardées par des hallebardes, et pourtant une autre gravité. Les visages se recomposent. Les gens qui, hier encore, se pressaient pour un regard d'Élisabeth, se demandent aujourd'hui à quelle distance il faut se tenir du nouveau soleil. Parce que le soleil désormais vient du nord, Jacques VI d'Écosse devient Jacques Ier d'Angleterre. Un roi avec un accent, avec une cour qui n'est pas celle d'Élisabeth, avec des habitudes différentes, des favoris différents, et surtout, une idée fixe qui fait frissonner ceux qui ont vécu de la guerre, la paix avec l'Espagne. Le mot est presque obscène pour une génération nourrie de prises, de lettres de marque, de récits de ports incendiés et de galions traqués. La paix, cela veut dire des traités, des ambassadeurs, des sourires forcés, des comptes qu'on rouvre. Cela veut dire que ce qui était hier un service rendu à la couronne peut devenir aujourd'hui une faute, un embarras, une provocation. Et dans cette nouvelle lumière, Walter Raleigh apparaît soudain comme un homme d'un autre règne, un homme trop élisabétain, trop corsaire, trop bruyant. Il a pourtant tout fait pour se préparer. Il a des terres, des titres, une épouse, des enfants. Il a des ennemis aussi, et ils sont nombreux, parce qu'il a vécu en accumulant des privilèges et des rancunes. Il a surtout une réputation qui, sous Élisabeth, était une armure et qui, sous Jacques, devient une cible peinte sur la poitrine. L'homme qui a défié l'Espagne, l'homme qui a rêvé d'empire, l'homme qui a écrit l'Orénoque comme on écrit une promesse. Et puis il y a la cour, cette machine qui ne s'arrête jamais. Elle ne pleure pas longtemps. Elle se réorganise. Elle distribue les places, les accès, les charges. Elle trie les survivants, et Raleigh, qui a connu la faveur comme une drogue, se retrouve à devoir réapprendre un art plus difficile, l'art d'être toléré. Jacques Ier n'est pas Élisabeth. Il n'a pas ce goût du théâtre où la reine se nourrit de l'énergie de ses favoris. Jacques est un roi qui parle beaucoup, qui théorise, qui se pense en arbitre. Il aime les livres, les disputes théologiques, les démonstrations d'autorité. Il aime aussi l'argent parce que la monarchie anglaise en manque chroniquement et que la guerre a laissé des dettes. Il arrive avec une idée de la royauté plus masculine, plus familiale, moins iconique, et il arrive avec une obsession diplomatique, stabiliser, pacifier, se faire reconnaître comme un souverain respectable en Europe. Dans ce programme, Raleigh est un problème vivant, un homme dont le nom rappelle les années où l'Angleterre mordait l'Espagne, un homme qui a des liens, des clients, des capitaines. Un homme qui sait trop de choses sur les coulisses de l'Ancien Régime, et un homme qui, surtout, a l'habitude de parler comme s'il était indispensable. Les premiers mois du nouveau règne sont un moment dangereux, parce que c'est là que les comptes se règlent. Les ennemis de Raleigh n'ont pas besoin d'inventer un monde, ils n'ont qu'à changer l'étiquette sur les mêmes faits. La course devient piraterie, les raids deviennent des actes irresponsables, les monopoles deviennent des abus, les ambitions coloniales deviennent des chimères coûteuses. Et la moindre rumeur dans une cour en transition peut devenir une accusation. L'été 1603, la peste rôde à Londres, les rues sentent la chaux et la peur, et pourtant la politique continue comme une fièvre parallèle. C'est dans ce climat que Raleigh est arrêté. On l'accuse de trahison dans ce qu'on appellera le manplot, un ensemble de soupçons et de complots supposés où se mêlent des noms, des lettres, des promesses d'argent, des fantasmes de renversement. L'idée générale dans la version officielle est simple et terrifiante. Certains auraient voulu déposer Jacques, ou au moins le manipuler, et installer à sa place une autre figure, Arabella Stuart, cousine du roi, avec l'appui de fonds venus de l'étranger, notamment d'Espagne. Dans les détails, tout devient brumeux parce que les complots de cour sont rarement des plans clairs. Ce sont des conversations, des demi-mots, des ambitions qui se touchent sans se confesser. Raleigh est accusé d'avoir été au courant, d'avoir participé, d'avoir laissé faire. Son nom est mêlé à celui de Henry Brooke, Lord Cobham et à d'autres. Et dans une Angleterre qui vient de changer de roi, l'accusation de trahison est l'arme la plus efficace. Elle coupe court à toute défense morale. Elle transforme un rival en ennemi de l'État. On l'enferme à la Tour de Londres. Encore, la même forteresse, les mêmes pierres, mais pas le même sens. Sous Élisabeth, la tour avait été une punition, une leçon, une parenthèse. Sous Jacques, elle devient une antichambre de la mort. Le procès a lieu à Winchester en novembre 1603. Winchester, ville ancienne, cathédrale massive, pierre froide, et dans une salle où l'on juge, l'air est chargé de cette tension particulière des procès politiques. Tout le monde sait que la décision est déjà en partie écrite, mais tout le monde fait semblant, que les mots peuvent encore la changer. Raleigh se défend avec une intelligence qui impressionne même ses adversaires. Il parle comme un homme qui a vécu parmi les livres autant que parmi les canons.
Il attaque les incohérences. Il réclame la confrontation avec son accusateur principal, Cobham, dont les déclarations ont varié. Il insiste sur un principe qui, aujourd'hui, semble évident, mais qui alors n'est pas garanti, qu'on ne devrait pas condamner un homme sur la base de témoignages indirects, de lettres rapportées, de rumeurs. Il y a dans sa défense une énergie presque insolente. Il ne se contente pas de supplier. Il argumente, il ironise. Il se bat avec les armes de la parole, comme il s'est battu avec les armes de la mer, et cela, paradoxalement, peut le desservir, parce que Jacques Ier veut de l'obéissance, pas un duel rhétorique, et parce que les juges, dans un procès de trahison, ne sont pas seulement des juristes, ils sont des instruments d'un ordre nouveau. Le verdict tombe, coupable, la sentence, la mort. La forme de la peine dans la tradition des traîtres est atroce dans son énoncé, pendaison, éviscération, écartèlement, même si, pour un gentilhomme, on commue souvent en décapitation. Raleigh entend sa condamnation comme on entend un coup de canon au loin. On sait ce que cela signifie, même si le son arrive avec un léger retard. Et pourtant, il n'est pas exécuté, pas tout de suite. Jacques Ier, qui veut apparaître magnanime, commue la peine en emprisonnement. C'est une décision qui semble clémente, mais qui est aussi une manière de garder Raleigh sous la main, comme un gage, comme une monnaie. D'échange, comme un avertissement permanent, la sentence de mort n'est pas effacée. Elle est suspendue. Et une sentence suspendue, c'est une corde invisible qu'on peut resserrer quand on veut. Raleigh retourne donc à la tour, non plus comme un favori puni, mais comme un condamné vivant. La tour de Londres, vue de l'extérieur, est une silhouette familière sur la Tamise, un symbole presque touristique avant l'heure. Vue de l'intérieur, c'est un monde de serrures, de permissions, de couloirs où l'humidité s'accroche aux murs. On y entend les pas des gardes, le cliquetis des clés, le bruit des barges sur le fleuve. On y sent l'odeur du charbon, de la cire, du linge mal séché, mais la tour n'est pas une cellule unique. C'est un complexe. Et les prisonniers de haut rang peuvent y vivre dans des conditions relativement supportables, à condition d'avoir de l'argent, des relations et de ne pas être jugé trop dangereux. Raleigh obtient des appartements dans la Bloody Tower, puis dans d'autres bâtiments. Il peut recevoir des visiteurs, parfois. Il peut écrire, il peut lire, il peut surtout continuer à exister. Il n'est pas seul. Sa femme, Elizabeth Bess Raleigh, se bat pour lui avec une ténacité qui n'a rien de romantique et tout de pratique. Elle négocie, elle écrit, elle sollicite, elle gère les biens, les dettes, les enfants, elle vient à la tour, elle apporte des nouvelles du monde extérieur, ce monde qui continue sans lui, ce monde où les navires partent, où les hommes meurent, où les modes changent. Et Raleigh, dans cette semi-cloison, fait ce qu'il a toujours fait quand il est acculé. Il transforme sa situation en production, il écrit. Il écrit pour survivre, pour se justifier, pour rester utile, pour rester visible. Parce que l'invisibilité à la cour est une forme de mort. Il y a un détail qui dit tout de cette période. Raleigh, prisonnier, devient aussi une sorte d'entrepreneur scientifique. Il s'intéresse à la chimie, à la distillation, à des procédés qui promettent de tirer quelque chose de la matière. Comme si, enfermé, il cherchait encore un Eldorado, mais un Eldorado de laboratoire, extraire, purifier, transformer. La tour, avec ses murs épais, devient un atelier. On y chauffe, on y mélange, on y observe. Les rêves d'or changent de forme, mais ils ne disparaissent pas. Et puis, il y a le grand chantier de sa captivité, l'écriture de The History of the World. Un titre immense, presque provocateur pour un homme enfermé. L'histoire du monde, depuis une chambre de prison, c'est à la fois un acte de défi et un acte de foi. Foi dans les livres, foi dans la mémoire, foi dans l'idée qu'un homme peut encore peser sur son époque en écrivant. Le texte paraît en 1614. Il couvre surtout l'Antiquité, des récits bibliques aux empires anciens. Ce n'est pas une histoire moderne, au sens où nous l'entendons. C'est une méditation sur le pouvoir, sur la montée et la chute des royaumes, sur la vanité des conquêtes. Et quand on le lit en pensant à Raleigh, on entend une voix qui parle de Babylone, de Rome, d'Alexandre, mais qui pense à Londres, à Whitehall, à l'Espagne, à Jacques. Il y a dans ces pages une obsession, la fragilité des grandeurs. Les empires s'élèvent, puis se fissurent, les rois triomphent, puis tombent. Les favoris brillent, puis disparaissent. Raleigh écrit comme un homme qui a vu la faveur se retourner, qui a vu la politique avaler les individus. Il écrit aussi comme un homme qui veut prouver qu'il n'est pas seulement un aventurier, pas seulement un corsaire, mais un esprit qu'on ne peut pas décapiter aussi facilement qu'un corps. Le livre connaît un succès réel, on le lit, on en parle. On admire l'érudition, la prose, la capacité à tirer des leçons morales, et ce succès, encore une fois, est ambivalent. Il maintient Raleigh dans la conversation nationale,
Il le rend respectable. Mais il rappelle aussi qu'il est vivant, qu'il pense, qu'il pourrait revenir. Et pour certains, c'est insupportable. Pendant ce temps, l'Angleterre de Jacques Ier s'installe dans une autre logique. En 1604, on signe le traité de Londres avec l'Espagne, mettant fin officiellement à la guerre anglo-espagnole. Les corsaires deviennent des gêneurs. Les capitaines qui vivaient de la prise doivent se reconvertir ou se cacher. Les ports du sud-ouest qui vibraient de la guerre doivent apprendre une paix qui ressemble à une mise au pas. La diplomatie devient une scène centrale. Les ambassadeurs espagnols à Londres ne sont plus des ennemis à insulter, mais des interlocuteurs à ménager. Et l'Espagne, de son côté, n'a pas oublié. Elle n'a pas oublié Cadix. Elle n'a pas oublié les raids. Elle n'a pas oublié les récits de Guyane. Elle n'a pas oublié le nom de Raleigh, associé à l'idée même d'une intrusion anglaise dans ce que l'Espagne considère comme son domaine. Dans ce contexte, garder Raleigh enfermé est un signal envoyé à Madrid. Regardez, nous contrôlons nos faucons. Nous ne laisserons pas un homme relancer la guerre par ambition personnelle. La tour devient une pièce sur l'échiquier européen, mais un homme comme Raleigh ne se laisse pas réduire à une pièce. Il continue à correspondre, il continue à rêver, et surtout, il continue à croire à sa propre carte, à son propre mirage. L'Orénoque, la Guyane, l'or. Parce que l'or, dans son esprit, n'est pas seulement une richesse. C'est une justification. C'est la preuve qu'il avait raison. La preuve qu'il n'était pas un aventurier irresponsable, mais un visionnaire. La preuve qu'il peut redevenir utile au royaume, même sous un roi pacifique. La tour, paradoxalement, nourrit cette obsession. Enfermé, Raleigh n'a plus la possibilité de vérifier, de corriger, de confronter ses souvenirs à la réalité. Il vit avec ses propres récits. Il les polit. Il les renforce. Il les transforme en certitude. Et plus les années passent, plus l'idée de Guyane devient une planche de salut. Si seulement on lui donnait une chance, une seule, il rapporterait de quoi enrichir la couronne, payer les dettes, financer des projets, et prouver que l'Angleterre peut être grande, sans dépendre de la guerre ouverte. Il faut imaginer la durée, 13 ans. 13 ans où le monde extérieur change, où des enfants deviennent adultes, où des alliances se font et se défont, où des hommes qui étaient jeunes sous Élisabeth deviennent vieux sous Jacques. 13 ans où Raleigh, lui, reste dans un espace limité, avec la Tamise comme horizon mouvant, avec les cris des mouettes, avec les cloches de Londres au loin. Et pourtant, il n'est pas coupé du monde. La tour est un lieu de passage. Des prisonniers entrent, sortent, meurent, des gardiens parlent, des visiteurs apportent des nouvelles. On sait ce qui se dit à la cour. On sait quel favori monte. On sait quelle faction se déchire. On sait que Jacques Ier est entouré d'hommes qui concentrent la faveur, qui suscitent jalousie et scandale, comme Robert Carr, puis George Villiers, futur duc de Buckingham. On sait que la cour jacobéenne a ses propres excès, ses propres intrigues, ses propres fragilités. Raleigh observe tout cela comme un homme derrière une vitre. Il ne peut pas intervenir directement, mais il peut écrire, il peut conseiller, il peut offrir des projets, et il le fait. Il propose, il insiste, il rappelle la Guyane, il rappelle que l'Espagne, malgré la paix, reste un rival. Il rappelle que l'or espagnol finance la puissance espagnole. Il rappelle que frapper l'Espagne dans ses colonies, c'est frapper son cœur économique. Mais la paix est une religion pour Jacques. Et l'Espagne, de son côté, joue finement. Elle sait que l'Angleterre est divisée, que le roi a besoin d'argent, qu'il rêve d'un mariage dynastique qui lierait les deux puissances. Le projet d'un Spanish Match, un mariage entre le prince de Galles et une infante espagnole, flotte dans l'air comme une promesse et comme une menace. Dans ce climat, un homme comme Raleigh est un poison potentiel. Un seul de ses coups pourrait faire exploser des années de négociations. Alors pourquoi finalement le libérer? Pourquoi même l'écouter? Parce que la monarchie a toujours besoin d'argent? Parce que les rêves d'or sont contagieux? Parce que la Guyane sur une carte reste une tentation? Et parce que Raleigh, malgré tout, reste Raleigh? Un nom qui fait encore vibrer quelque chose dans l'imaginaire anglais, ce mélange de mer, de courage, de récit, de promesses d'empire. Il y a aussi un élément plus intime, plus humain. Jacques Ier aime se penser en roi sage, capable de clémence. Garder un homme célèbre enfermé à vie, c'est le transformer en martyr potentiel. Le libérer sous condition, c'est le transformer en instrument. Et un instrument, on peut le briser si nécessaire. Les négociations autour de sa libération sont longues, prudentes, pleines de clauses. Raleigh promet beaucoup. Il promet de ne pas attaquer les Espagnols. Il promet de chercher l'or sans provoquer de guerre. Il promet de rapporter des richesses à la couronne. Il promet en somme l'impossible, une expédition dans une zone disputée, dans un monde où l'Espagne considère chaque intrusion comme une agression sans que cela ne devienne un incident diplomatique. Mais les promesses, Raleigh sait les faire.
Il les a toujours faites. Il les a faites à Élisabeth. Il les a faites aux investisseurs. Il les a faites aux capitaines. Il les a faites au peuple rencontré sur les rives de l'Orénoque. Il les fait maintenant à Jacques, avec la même encre, la même assurance, la même capacité à transformer une incertitude en plan. Pendant qu'il attend, il continue à vivre dans cette tension étrange, condamné à mort, mais respirant, vivant mais juridiquement déjà mort. Chaque matin, il peut se réveiller en se disant que la sentence de 1603 existe toujours, intacte, prête à être appliquée. Et chaque soir, il peut se coucher en se disant qu'il a encore gagné une journée. Cette condition façonne un homme, elle le rend plus dur, plus fataliste, plus audacieux aussi, parce que quand on a déjà été condamné, on peut finir par croire qu'on n'a plus grand-chose à perdre. Sauf, bien sûr, ce qu'il a désormais, une famille, un nom, un fils qui grandit. Son fils, Walter, né en 1593, devient un jeune homme pendant que son père est enfermé. Il apprend à vivre avec une absence qui est aussi une légende. Il voit sa mère se battre. Il entend le nom de son père prononcé avec admiration ou avec mépris. Et quand Raleigh pense à l'avenir, il ne pense pas seulement à lui. Il pense à ce fils, à ce qu'il lui laissera. Des dettes ou une réhabilitation, une honte ou une gloire. La tour, dans ces années, est aussi un lieu où l'on mesure la fragilité des protections. On peut être un grand seigneur et finir ici. On peut être un favori et finir ici. On peut être un homme de plume et finir ici. Les murs ne font pas de différence. Ils absorbent tout. Et Raleigh, qui a vu Essex tomber, qui a vu des têtes rouler, sait que la politique anglaise n'est pas tendre avec ceux qui se trompent de moment. Le moment, justement. Tout est une affaire de moment. Sous Élisabeth, le moment était à l'audace, à la guerre de course, à l'expansion, à la provocation. Sous Jacques, le moment est à la prudence, à la négociation, à la respectabilité. Et Raleigh, enfermé, est comme un navire construit pour une mer qui n'existe plus. Un navire rapide, agressif, fait pour harceler, mais qu'on voudrait maintenant transformer en bateau de commerce, docile, rentable, silencieux. Il y a une ironie cruelle. L'homme qui a vendu l'idée d'empire par la carte se retrouve prisonnier d'une autre carte, celle de la diplomatie européenne. Les lignes ne sont plus des fleuves et des côtes, ce sont des alliances, des mariages, des traités. Et sur cette carte-là, Raleigh est un point gênant, un point qu'on voudrait effacer, mais on ne l'efface pas. Pas encore. On le garde. On le consulte parfois. On le laisse écrire. On le laisse espérer. Et l'espoir chez Raleigh n'est jamais un sentiment doux. C'est une force qui pousse, qui exige, qui déforme la réalité pour la rendre supportable. Quand The History of the World circule, quand des lecteurs tournent ces pages à la lueur des chandelles, ils ne lisent pas seulement une chronique antique, ils lisent aussi, sans toujours le savoir, le portrait d'un homme qui se regarde dans le miroir des empires disparus, un homme qui se dit « Rome est tombée, Babylone est tombée, les puissants tombent, mais certains noms restent, et si mon nom doit rester, il ne restera pas comme celui d'un traître. » Le mot « traître » est une tâche qui ne part pas. Raleigh le sait. Il sait que même si on le libère, même s'il réussit, il restera toujours ce procès de 1603, cette condamnation, cette phrase prononcée dans une salle de Winchester. Il sait que ses ennemis n'auront qu'à tendre la main vers ce dossier pour le faire replonger. La sentence est une arme suspendue au-dessus de lui comme une lame. Alors il lui faut quelque chose de plus fort qu'une défense juridique. Il lui faut un exploit. Un exploit si grand qu'il obligera le royaume à le regarder autrement. Et dans son esprit, cet exploit a un nom, l'Orénoque. La Guyane, l'Eldorado, le mirage de l'or, encore, toujours. Dans les années 1610, l'Europe est un baril de poudre, les tensions religieuses montent, les alliances se crispent, la guerre de 30 ans approche. Jacques Ier veut éviter que l'Angleterre ne soit aspirée dans un conflit continental. Il veut jouer le médiateur. Il veut marier, négocier, temporiser, mais la politique étrangère n'est jamais pure. Elle est faite de pression, de besoins financiers, de prestige. Et l'idée d'une expédition qui rapporterait de l'or sans déclencher de guerre devient, pour certains, une tentation dangereuse, mais une tentation. Raleigh, depuis sa tour, sans cette fissure, il s'y glisse, il propose, il insiste, il promet. On finit par lui accorder une forme de liberté conditionnelle. Pas une réhabilitation, pas un pardon, une permission de tenter. Et cette permission déjà contient sa propre menace. Si l'expédition échoue, si elle provoque un incident avec l'Espagne, si elle ne rapporte rien, alors la vieille sentence pourra tomber, proprement, légalement, sans que le roi ait l'air de se salir les mains. Tout sera déjà écrit depuis 1603. Raleigh, lui, voit surtout la porte qui s'entr'ouvre. Il ne voit pas, ou ne veut pas voir, que cette porte peut aussi être un couloir vers l'échafaud. Il sort de la tour avec un corps marqué par les années,
mais avec une volonté intacte. Il retrouve l'air de Londres autrement, comme un homme qui a respiré trop longtemps l'humidité des pierres. Il retrouve les bruits, les odeurs, les foules. Il retrouve aussi un pays qui n'est plus tout à fait le sien. Les jeunes courtisans ne l'ont connu que comme un nom. Les vieux le regardent comme un survivant. Les Espagnols le regardent comme une menace. Et dans sa tête, la carte se déroule à nouveau. Le fleuve serpente. Les montagnes se dessinent. Les Blancs appellent l'encre. L'or, lui, reste invisible, comme toujours, mais il brille dans l'imagination avec une intensité qui rend tout le reste secondaire. Il y a quelque chose de tragique dans cette obstination, parce qu'elle est à la fois grandiose et aveugle. Raleigh a compris mieux que beaucoup que l'Empire commence par le récit. Il a compris que les mots peuvent déplacer des navires, mais il n'a pas compris, ou il refuse d'admettre, que les récits, sous un autre roi, peuvent devenir des preuves à charge. Et pendant qu'il prépare son retour vers l'Orénoque, pendant qu'il rassemble des hommes, des navires, des investisseurs, pendant qu'il réactive ses réseaux, la sentence de mai 603 reste là, comme une ligne d'encre plus sombre que toutes les autres, une ligne qui ne mène pas vers l'or, mais vers Westminster. Il avance pourtant, parce qu'il a toujours avancé, parce qu'il est fait de ce matériau rare et dangereux, la conviction que le prochain voyage réparera tout, que la prochaine carte sera la bonne, que le mirage cette fois se laissera toucher, et que l'Angleterre, même prudente, même diplomatique, ne pourra pas résister à la réalité d'un trésor rapporté par l'homme qu'elle a failli tuer. La tour s'éloigne derrière lui, mais elle ne disparaît pas. Elle reste dans son ombre, dans chaque signature, dans chaque promesse, dans chaque regard qu'on lui adresse. Il est libre, oui, mais c'est une liberté avec une date invisible, une liberté qui sent déjà le compte à rebours. Et sur les tables où l'on prépare l'expédition, entre les listes de vivres, les contrats, les cartes marines, il y a une autre carte, plus silencieuse, celle des intérêts espagnols, des susceptibilités diplomatiques, des humeurs du roi, une carte où Raleigh n'est pas un explorateur mais un risque. Il ne le sait pas encore, ou il fait semblant de ne pas le savoir. Il ne voit que le fleuve brun, immense, qui promet de conduire à une ville d'or. Il ne voit pas que, dans l'Angleterre de Jacques Ier, les fleuves les plus dangereux ne sont pas en Guyane, ils sont à Londres, ils coulent dans les couloirs du pouvoir, et ils emportent les hommes, même ceux qui savent lire les cartes. En 1616, quand la porte s'ouvre enfin, ce n'est pas un triomphe, c'est une permission accordée à un condamné, une liberté qui n'efface rien, qui ne lave rien, qui ne pardonne rien. La sentence de 1603 reste suspendue au-dessus de sa tête comme une lame soigneusement huilée, prête à tomber sans effort, sans débat, sans scandale. On ne lui rend pas son honneur, on lui prête du temps. Et ce temps, Raleigh le dépense comme on brûle une chandelle dans un couloir humide, vite, trop vite, avec cette urgence fébrile, des hommes qui savent qu'ils n'auront pas de seconde chance. Il a 50 ans passés, le corps usé par les années de pierre et de fumée, mais l'esprit, lui, n'a pas pris la poussière. Il sort de la tour avec une idée fixe, une idée qui a mûri dans l'enfermement comme un vin trop fort, l'Orénoque, la Guyane, l'or. Londres autour de lui a changé de peau. Les mêmes quais, les mêmes odeurs de goudron et de poisson, les mêmes cris de portefaix, mais une autre musique politique. Sous Élisabeth, on parlait de coups de main, de prises, de galions. Sous Jacques, on parle de traités, de mariage, de paix. La paix, ce mot qui, pour Raleigh, a toujours sonné comme une capitulation déguisée, et pourtant c'est dans cette paix qu'il doit faire passer une expédition qui, par nature, ressemble à une provocation. Parce que l'Espagne n'a pas oublié, elle n'oublie jamais. Elle tient des archives, elle garde des listes, elle collectionne les noms comme on collectionne des dettes, et le nom de Raleigh à Madrid n'est pas celui d'un écrivain enfermé qui médite sur Babylone, c'est celui d'un homme qui a rêvé d'arracher des morceaux d'empire espagnol avec des mots et des canons, un homme qui a publié, noir sur blanc, qu'il existe au-delà des mers un Eldorado à portée de main, et que l'Angleterre serait folle de ne pas y aller. Alors, pour que Jacques Ier accepte, il faut un tour de passe-passe, un miracle administratif, une expédition qui ne serait pas une expédition, une recherche d'or qui ne serait pas une agression, une intrusion dans une zone que l'Espagne considère comme son arrière-cour, mais sans toucher à la clôture. Raleigh promet. Il promet comme il a toujours promis, avec cette assurance de courtisan qui sait que la moitié du pouvoir est dans la manière de dire les choses. Il promet de ne pas attaquer les Espagnols. Il promet de ne pas entrer en guerre. Il promet de ne pas provoquer d'incidents. Il promet de rapporter des richesses à la couronne. Il promet l'impossible, et c'est précisément pour cela qu'on le laisse tenter. Si l'impossible ne se produit pas, on saura quoi faire de lui. Les papiers sont rédigés avec une prudence de juriste, les mots sont choisis comme des pas sur une glace fine,
On lui donne une commission, mais on l'entoure de conditions. On lui rappelle, sans le dire trop fort, qu'il n'est pas un capitaine libre. Il est un homme en sursis. Et dans les couloirs de Whitehall, certains sourient déjà. Parce qu'ils voient la beauté froide du dispositif. Raleigh part. S'il revient avec de l'or, le roi aura de l'or. S'il revient sans or ou avec du sang espagnol sur les mains, le roi aura une justification. Dans les deux cas, la raison d'État gagne. Raleigh, lui, se jette dans les préparatifs avec une énergie presque juvénile. Il faut des navires, il faut des hommes, il faut des vivres, il faut des armes, même si l'on jure qu'on ne s'en servira pas. Il faut des pilotes qui connaissent les vents, les courants, les pièges de la côte. Il faut des charpentiers, des calfats, des chirurgiens, des barils de biscuits, de bière, de viande salée. Il faut des cordages, des voiles, des clous, des haches. Une expédition, ce n'est pas une idée. C'est une montagne de détails, et chaque détail peut tuer. Il faut aussi de l'argent. Et Raleigh n'est plus le favori qui distribue des monopoles. Il est un homme dont les biens ont été rongés par les années, dont la réputation est un mélange de grandeur et de soupçon. Il trouve des investisseurs, des associés, des hommes qui, eux aussi, rêvent d'un coup qui changerait leur vie. Il vend l'espoir comme on vend une cargaison, en promettant que la mer est plus calme qu'elle ne l'est, que la côte est plus proche qu'elle ne l'est, que l'or est plus certain qu'il ne l'est. Et puis, il y a un élément qui donne à cette aventure une couleur plus sombre, son fils. Walter Raleigh le jeune, né pendant la gloire élisabéthaine, a grandi dans l'ombre de la tour. Il a vu sa mère se battre, il a entendu les murmures, il a appris à porter un nom qui est à la fois une fierté et une accusation. Il veut être là, il veut partir. Il veut prouver, lui aussi, que les Raleigh ne sont pas faits pour attendre derrière des murs. Le père accepte, peut-être par amour, peut-être par orgueil, peut-être parce qu'il se dit que l'histoire, la vraie, se transmet par le sang autant que par les livres. Au printemps 1117, la flotte est prête, pas une armada, pas une force capable de défier l'Espagne en pleine mer, mais assez de navires pour transporter des hommes, des outils, des rêves. On a pareil. Les voiles se gonflent, les cordages grincent, les quais s'éloignent, Londres devient une ligne grise derrière la brume, et Raleigh, sur le pont, regarde l'eau comme un homme qui retrouve un langage qu'on lui avait interdit de parler. La traversée de l'Atlantique n'a rien d'une promenade héroïque, c'est une routine brutale. Le roulis qui casse les reins, l'humidité qui s'infiltre partout, les vivres qui se gâtent, les maladies qui rôdent. Les hommes dorment serrés, respirent un air épais de sueur et de bois mouillé. On répare sans cesse, on pompe, on prie, on jure. On compte les jours en regardant le ciel, en cherchant des signes dans la couleur de l'eau, dans la forme des nuages. Raleigh n'est plus le jeune homme flamboyant des années 580. Il est un commandant vieillissant, et il le sait. Il souffre. Il est malade pendant une partie du voyage, cloué, affaibli, obligé de déléguer. Et cette faiblesse physique dans une expédition est plus qu'un inconfort. C'est une fissure dans l'autorité. Les hommes sentent quand le chef n'est pas au sommet de sa force. Les ambitions secondaires se réveillent, les impatiences se multiplient, les décisions deviennent plus difficiles à imposer. Quand on atteint enfin les eaux chaudes, quand l'air change, lourd, sucré, saturé d'odeurs végétales, la réalité du tropique s'impose, avec une violence silencieuse. La côte n'est pas une ligne nette sur une carte. C'est un monde de mangroves, de boue, de moustiques, de rivières qui se divisent et se recomposent. La chaleur n'est pas seulement une sensation, c'est une pression constante, une main posée sur la nuque. Les vêtements collent, les plaies s'infectent. Les hommes s'épuisent plus vite qu'ils ne l'avaient imaginé dans les tavernes de Plymouth ou de Londres. Et au-dessus de tout cela plane l'ombre espagnole. Parce que l'Espagne est là, pas forcément visible, pas forcément en force, mais présente. Des postes, des garnisons, des patrouilles, des informateurs, des alliances locales, des routes connues. L'idée que l'on pourrait chercher tranquillement de l'or dans une région que l'Espagne surveille depuis des décennies est une illusion. De papier, une illusion de cabinet. Sur le terrain, chaque mouvement est un signal. Raleigh a donné des ordres, pas d'attaque, pas de provocation. Mais il a aussi donné une mission, trouver la mine, trouver la ville, trouver la preuve. Et ces deux impératifs se contredisent comme deux courants contraires. Plus on s'enfonce vers l'intérieur, plus on risque de croiser les Espagnols. Plus on évite les Espagnols, plus on reste sur les marges. Là où l'or, s'il existe, ne se montre pas, on remonte vers l'Orénoque. Le fleuve, immense, brun, charriant des troncs, des débris, des promesses. Les rives sont un mur vert. Par moments, la forêt semble respirer. On entend des cris d'oiseaux, des bruits d'animaux invisibles, le bourdonnement incessant des insectes. La nuit, l'obscurité est totale, percée seulement par des feux et des yeux qui brillent dans les buissons.
Les hommes, européens, habitués à des paysages domestiqués, sentent qu'ils sont dans un monde qui ne leur appartient pas, un monde qui ne les attend pas. Raleigh, malade, reste souvent en arrière, sur les navires principaux. Il confie une partie des opérations à ses lieutenants, et c'est là que la mécanique se dérègle. Parce que l'expédition n'est pas seulement une quête, c'est une chaîne de commandement, et la chaîne ici est tendue au maximum. Le plan, dans l'esprit de Raleigh, repose sur une idée: atteindre une zone où l'on pourrait exploiter des gisements, établir une présence, rapporter des échantillons, de quoi convaincre le roi, de quoi faire taire les sceptiques. Mais le temps manque, les vivres diminuent, les hommes tombent malades, et surtout les Espagnols ne sont pas une abstraction. Ils ont un point fort, San Tomé de Guayana, une implantation sur l'Orénoque, un symbole de souveraineté espagnole dans cette région. San Tomé, c'est précisément ce que Raleigh a juré de ne pas toucher, et pourtant San Tomé est là, sur la route, comme une pierre au milieu du chemin. On peut tenter de l'éviter, mais l'éviter, c'est aussi accepter qu'il surveille, qu'il signale, qu'il bloque. Et dans l'esprit de certains officiers anglais, l'idée s'impose avec une logique brutale. Si l'on veut avancer, il faut neutraliser. L'attaque se produit en janvier 1618. Elle n'est pas un duel chevaleresque. C'est un choc sale, confus, dans une chaleur étouffante, avec des tirs, des cris, des maisons qui brûlent. Les Espagnols se défendent. Les Anglais prennent le dessus. San Tomé est mis à sac, incendié. Et dans ce chaos, le fils de Raleigh, Walter, est touché. Il meurt. La nouvelle arrive au père comme un coup qui ne fait pas de bruit tout de suite. On imagine Raleigh sur un pont ou dans une cabine, le visage fermé, les yeux qui cherchent un point fixe dans un monde qui vacille. Il a perdu un fils. Il a perdu en un instant ce qui donnait à cette expédition une dimension de transmission, de futur. Et il a perdu plus encore. Il a perdu l'argument moral qui pouvait justifier le risque. Parce que maintenant, même si l'or existait, même si l'on revenait chargé de richesses, il y aurait toujours ce corps, ce jeune homme, mort dans une opération qui, officiellement, n'aurait jamais dû avoir lieu. Et comme si cela ne suffisait pas, l'attaque de San Tomé est un désastre diplomatique. C'est exactement ce que l'Espagne attendait pour crier à la trahison, à la violation de la paix, à l'agression. Les ambassadeurs espagnols à Londres n'ont plus besoin de rumeurs, ils ont un fait brûlant, littéralement. Une ville espagnole attaquée par une expédition anglaise commandée par un homme condamné pour trahison, libéré par grâce conditionnelle. Pour Madrid, c'est un cadeau. Pour Jacques, c'est un cauchemar. Raleigh tente de reprendre le contrôle. Il tente de sauver ce qui peut l'être. Il tente de poursuivre la quête, de trouver au moins des preuves, des échantillons, quelque chose qui donnerait un sens à la catastrophe. Mais l'intérieur des terres ne se laisse pas dompter par la volonté. Les guides manquent. Les informations sont incertaines. Les distances sont trompeuses. La saison, les pluies, les maladies, tout conspire à ralentir, à épuiser, à disperser. Et l'or, lui, reste un mirage, toujours un peu plus loin, toujours derrière la prochaine courbe du fleuve, toujours dans la bouche de quelqu'un qui a entendu dire que, toujours dans une carte où les blancs se remplissent de promesses. Raleigh a bâti une partie de sa vie sur l'idée que l'Eldorado n'était pas seulement une fable espagnole, mais une réalité accessible à qui oserait. Et voilà qu'il se retrouve, une seconde fois, face à la même cruauté. La géographie ne respecte pas les récits. Les hommes commencent à comprendre, ils ne le disent pas toujours à voix haute, mais ils le sentent. Ils sentent que l'expédition s'enlise, que les pertes s'accumulent, que le temps se ferme, que l'Espagne va réagir, que revenir sans or, après avoir attaqué San Tomé, c'est revenir avec une corde autour du cou. Raleigh, lui, est pris dans une double douleur. La douleur privée, celle d'un père, et la douleur politique, celle d'un homme qui voit la ligne d'encre de 1603 se transformer en ligne de sang. Il sait que l'attaque, même si elle avait été menée par ses subordonnés, même s'il peut prétendre qu'il n'a pas donné l'ordre direct, sera mise sur son compte. Dans un monde de raison d'État, les nuances ne servent qu'à écrire des mémoires, pas à sauver des têtes. Il y a dans ces semaines une atmosphère de faim, une faim qui ne se dit pas mais qui se respire. Les navires, fatigués, reprennent la mer. Les hommes, amaigris, brûlés par le soleil, marqués par la fièvre, regardent l'horizon comme on regarde un juge. Le retour est long, il est lourd. Il est tenté par l'absence du fils, par l'odeur de fumée de San Tomé, par la sensation d'avoir franchi une limite invisible, et pendant que Raleigh traverse l'Atlantique, à Londres, la diplomatie travaille déjà. L'Espagne exige réparation. Elle exige justice. Elle exige la tête de Raleigh, ou quelque chose qui y ressemble. Jacques Ier, qui a construit sa politique sur l'idée de paix, se retrouve acculé. Il ne peut pas se permettre une guerre. Il ne peut pas se permettre de perdre la face devant Madrid.
Il ne peut pas se permettre de laisser croire que l'Angleterre tolère des raids privés sous couvert d'exploration. La cour jacobéenne, elle, n'a pas la nostalgie des années élisabéthaines. Elle n'a pas ce goût du risque qui faisait de la guerre de course une aventure nationale. Elle a d'autres priorités. L'argent, oui, mais aussi la stabilité, la reconnaissance internationale, les alliances matrimoniales, et Raleigh dans ce tableau n'est pas un héros. Il est un embarras qui revient en plus les mains vides. Quand il débarque, il comprend vite que l'air a changé, pas seulement l'air humide des quais, mais l'air politique. Les regards sont froids, les portes se ferment, les amis se font rares. Les ennemis, eux, n'ont même pas besoin de se montrer. Ils ont la force tranquille de ceux qui savent que le roi a besoin d'un sacrifice. Raleigh tente encore. Il écrit, il plaide, il explique. Il insiste sur le fait qu'il n'a pas voulu attaquer les Espagnols, que l'attaque a été une conséquence, une nécessité sur le terrain, et une initiative de ses hommes. Il rappelle ses services passés, il rappelle qu'il a risqué sa vie pour l'Angleterre, il rappelle qu'il a été 13 ans enfermé, il rappelle qu'il a perdu un fils, mais la politique n'a pas de mémoire affective. Elle a des dossiers, et le dossier est simple. Il existe une sentence de mort prononcée en 1603. Elle n'a jamais été annulée. Elle a seulement été suspendue. Il suffit de la réactiver. Pas besoin d'un nouveau procès compliqué, pas besoin de rouvrir des débats. On n'a même pas à discuter de San Thomé en détail. On peut dire, la loi a déjà parlé. On ne fait qu'exécuter. C'est une manière élégante de tuer. Une manière administrative. Une manière qui permet au roi de se présenter non pas comme un homme qui cède à l'Espagne, mais comme un souverain qui applique une décision ancienne. La diplomatie se cache derrière la procédure. La raison d'État se cache derrière le droit. Raleigh est arrêté. Encore. Cette fois, il n'y a plus de parenthèse. Il est ramené vers la tour, ou du moins vers l'ombre de la tour, vers ce monde de clés et de pierres qu'il connaît trop bien. Il sait ce que cela signifie. Il sait que les mots, cette fois, ne suffiront pas. Il sait que son talent de plaidoyer qui avait impressionné à Winchester ne peut pas effacer un incendie sur l'Orénoque, et pourtant, jusqu'au bout, il garde cette posture étrange, mélange de dignité et de défi. Il n'est pas un homme qui s'effondre en suppliant. Il est un homme qui veut contrôler son récit, même quand on lui retire le contrôle de son corps. Il comprend que s'il ne peut pas sauver sa vie, il peut au moins tenter de sauver son nom, ou de le sculpter dans la manière de mourir. Le 29 octobre 1118, on le conduit à Westminster, dans l'espace où l'on exécute les grands. L'automne est là, avec sa lumière basse, ses couleurs ternies, cette humidité qui s'accroche aux vêtements. Londres, ce jour-là, est une ville qui sait regarder. Les exécutions publiques sont des spectacles, mais des spectacles chargés d'une gravité particulière quand il s'agit d'un homme célèbre. On vient voir un corps tomber, oui, mais on vient aussi voir une époque se refermer. Raleigh monte sur l'échafaud, il est calme, il parle, il sait que chaque phrase sera répétée, déformée, imprimée, discutée. Il sait que sa voix, à cet instant, est peut-être sa dernière arme. Il affirme sa loyauté. Il se présente comme un homme qui meurt en chrétien, en gentilhomme. Il ne renie pas sa vie, il ne renie pas ses voyages, il ne renie pas son ambition. Il tente de donner à sa mort une forme de cohérence, comme on trace une dernière ligne sur une carte. On raconte qu'il examine la hache, qu'il la touche, qu'il plaisante, ou qu'il lance une phrase qui ressemble à un sourire dans la gorge de la mort. Ce genre de détail, qu'il soit exact ou amplifié par la mémoire, dit quelque chose de vrai. Raleigh veut montrer qu'il n'a pas peur, ou plus précisément qu'il refuse de donner à ses ennemis le plaisir de le voir trembler. Le bourreau fait son travail, la tête tombe, le sang coule sur le bois, et l'Angleterre, pendant un instant, retient son souffle. Ce n'est pas seulement un homme qu'on exécute, c'est une manière d'être anglais, une manière de croire que l'audace en mer peut compenser les faiblesses sur le continent, une manière de penser que l'Empire se gagne par des coups de dés, par des expéditions, par des récits qui transforment des marécages en mines d'or. Sous Élisabeth, cette manière avait un sens, une utilité, une beauté dangereuse. Sous Jacques, elle devient un risque diplomatique, un poison pour les négociations, une relique embarrassante. Et la carte, encore. La carte est partout dans cette histoire. Dans les mains de Raleigh, elle a été une promesse, des côtes à nommer, des fleuves à remonter, des territoires à imaginer. Dans les mains de Jacques, elle devient une autre chose. Un réseau de lignes invisibles, traités, alliances, susceptibilités, où un seul geste peut déclencher une tempête. Raleigh a vécu en traçant des routes vers l'or. Il meurt parce qu'une autre route, plus froide, plus européenne, a été tracée au-dessus de lui. Son corps est enterré, mais son nom ne disparaît pas. Il reste dans les livres, dans les pamphlets, dans les conversations. Il reste dans cette contradiction qui fascine.
Héros pour certains, traître pour d'autres, visionnaire ou charlatan, martyr de la peste ou victime de sa propre témérité. Il reste surtout comme un homme qui a cru que le monde pouvait être plié par la volonté, par l'écriture, par la mer, et au bout du compte, ce qu'il a perdu n'est pas seulement l'Espagne, ni même Jacques Ier. C'est ce décalage fatal entre deux temps. Il a été façonné par une reine qui aimait les faucons, il a été jugé par un roi qui voulait des colombes, il a continué à voler comme un faucon parce qu'il ne savait pas faire autrement, parce qu'il ne voulait pas faire autrement, parce qu'il avait passé trop d'années à regarder une carte où l'Orénoque serpentait comme une promesse personnelle. Le mirage de l'or, lui, ne meurt jamais vraiment. Il change de visage, il se déplace. Il se cache dans d'autres expéditions, d'autres colonies, d'autres compagnies. Mais pour Raleigh, il se termine là, sur un échafaud de Westminster, dans une Angleterre qui a choisi pour un temps de troquer l'aventure contre la diplomatie et de payer cette transition avec la tête de l'homme qui incarnait trop bien l'ancien rêve,